m'appelle Duplan René, je suis le président de l'association CATM de Visan depuis 3 ans. Il y a 80 ans, le 27 août 1944 avait lieu la libération de Visan. L'association des anciens combattants de Visan a souhaité se rappeler. Moi, je m'appelle Hélène Ferlanda. J'ai connu la libération de Visan. J'avais 11 ans, mais je me rappelle de certaines choses. Donc, je me rappelle qu'il y a d'abord eu les Allemands sur Visan pendant une semaine et qu'un soir, ils sont partis. Et donc, les gens de Visan ont été soulagés et ont dit, bon, ils sont partis, on est plus tranquille. Donc, dans la nuit qui a suivi, vers les 2 heures du matin, on a toutes les personnes qui habitaient sur la route, Vaison, qui traversaient Visan, ont entendu des bruissements, des bruits sourds. Tout le monde s'est mis aux fenêtres. Et on dit, ce sont les Allemands qui reviennent. Et puis, moi, dans mon quartier, les dames qui étaient aux fenêtres, dans ma famille, mes sœurs, maman, et les voisins et les voisines, parce que c'est surtout les femmes qui étaient aux fenêtres. Et on dit, ah mais non, ça sent la cigarette anglaise, c'est les Américains. Ah, bien sûr que tout le monde est sorti à ce moment-là et a accueilli les Américains. Bon, alors le lendemain, les Américains étaient là. Là, j'avoue que j'ai vu passer les camions qui étaient pleins de soldats et qui nous lançaient des friandises, du chewing-gum, du chocolat, des bonbons, et qu'on courait après les camions pour ramasser tout ça. On était très contents et on les saluait, on faisait le V de la victoire. Maman nous disait, faites le V de la victoire, c'est votre avenir. Et donc, après, dans la journée, les jeunes se sont rassemblés, les jeunes du pays se sont rassemblés et ont voulu aller sonner les cloches. Mais la grosse cloche ne marchait pas parce qu'elle n'avait pas de corde pour d'en bas la balancer, parce que ce n'était pas électrique, bien entendu, à ce moment-là. On est monté dans le clocher pour la sonner comme ça, en la poussant. Voilà, donc ça a avisé les gens que Visan était libéré. C'était la fête, tous les jeunes se sont rassemblés, ont accueilli les Américains, ont fait la fête avec eux. Vraiment, ils ont été très très bien accueillis, oui. Pour en août 1943, alors, pour la libération, les Allemands ont passé pendant 3 jours. Ils venaient devant la maison, il y avait un champ de gigiri, de courges à confiture. Ils croyaient que c'était le pastèque, mais ce n'était pas ça. Mais ils venaient à la maison, ils cherchaient, ils rentraient, ils fouillaient dans les placards, tout ça, ils cherchaient à manger, boire, ils montaient dans les chambres, ils cherchaient de partout. Ils cherchaient s'il n'y avait pas un vélo pour partir, ou un cheval, mais enfin, les mulets étaient planqués en pleine campagne sur les mûriers. Et, oui, et ça a duré 3 jours, ça. Et puis un matin, alors mes parents m'ont pris par la main, je ne voulais pas y aller parce que c'était toujours des militaires pour moi, mais c'était les Américains, ils m'ont porté à la route, ils me tenaient de chaque côté, je ne voulais pas y aller. J'avais toujours la trouille. Voilà. Et c'était les Américains, et là ça a été mieux. Voilà. Les Américains, ils ont passé, ils défilaient sur la route, alors il y avait une file indienne de chaque côté de la route, une file de chaque côté, et au milieu il y avait les chars. Et ils allaient surmonter les mares. Ils ont établi un campement aussi dans les bois, un campement qui a duré peut-être une semaine, bien quelques jours enfin. Nous, on habitait dans une usine, on avait un grand escalier dehors. Et quand les soldats ont monté l'escalier dehors et qu'ils ont frappé à la porte, mon papa ne savait pas si c'était des Américains ou si c'était les Allemands. On n'en savait rien. Parce que, bon, à leur habit, même en regardant par la fenêtre, et puis
les fenêtres et les volets n'étaient pas trop ouverts, hein, vous direz, hein, parce que tout le monde s'est méfié de tout le monde. Hein. Et quand les Américains sont rentrés, qu'ils ont parlé à leur voix, mes parents, à leur façon de parler, ils ont compris que c'était des soldats qui étaient pour nous sauver. Le jour que les Américains sont passés, on a fait comme tout le monde. Il y avait toutes ces jeeps qui sillonnaient toutes les petites routes, tous les chemins. On a fait comme tous les autres, on s'est rassemblés dans le village. Oui, c'était un dimanche. Et je me rappelle le matin qu'ils sont arrivés. Oh, ben c'était l'aube peut-être, l'aube. Il y a un monsieur qui vient nous réveiller, il nous disait comme ça, n'ayez pas peur, on a eu des visites cette nuit. Les Américains sont arrivés, ils venaient chercher des poulets, ceux-là, pour faire la fête. Pour la libération, en 1944, j'avais 11 ans. On voyait monter les Allemands sur des sulfateuses qui s'en allaient, ceux qui n'avaient pas de... Ils prenaient des chevaux, n'importe quoi, jardinières, charrettes, sulfateuses, n'importe quoi, pour être assis, pour pouvoir entrer. Et les Américains, tu les as vus arriver? Ah ben oui, je l'ai vu arriver. Et ils venaient se baigner. Après, c'est là où j'ai bu le premier coca, et la bière et tout. C'était à 200-300 mètres, la ferme, c'était pas loin. Hein. Et on était tout le temps que les Américains nous donnaient des chewing-gums. Pour nous, c'était le cas de dire, on a la joie. Quoi. Et à l'époque, il faut dire à l'époque, j'avais 7 ans, le jour qu'ils se repliaient, là, on couchait dans une ferme, ce qu'on appelle la ferme Tortel, parce que maintenant c'est Rameau qui a ça, qui a cette ferme en haut. Et on était allés coucher dans le hangar là-bas, justement dans un tombereau. On a passé la nuit là-dedans quand les Allemands sont partis. La libération s'est tellement venue quand les Américains sont passés, qu'ils jetaient de tout là. Il y avait on est allé, mon père nous avait menés jusqu'à la route. Après, c'était le lendemain ou le surlendemain. Et ils donnaient des... Qu'est-ce que c'était qu'ils donnaient? Ils donnaient des choses sur le bord de la route aux gens, comme ça. Et ça, c'était les Américains qui poussaient les Allemands petit à petit. Il est venu le grand jour du 26 août. Hein, on couchait dehors sous les arbres. Premièrement, il faisait une chaleur, il y avait une sécheresse terrible ces années-là encore. Et on entendait les chars allemands qui montaient sur la route, ferraille après avoir. Et puis alors, le matin, on a dit, mais non, c'est bien calme, on n'entend plus rien. On est parti à travers bois. Moi j'avais 13 ans, je filais. Tout par un coup, qu'est-ce que j'aperçois? À la route, une voiture qui monte, c'était une Jeep, avec un drapeau qui flottait. J'ai dit, mais c'est un drapeau américain, ça. Mais oui, c'était les Américains qui montaient. Mes parents faisaient manger 10 ou 15 soldats. Là, américains. Dans l'obscurité, à la clarté des bougies. Quand tout par un coup, il est arrivé, ils étaient heureux comme tous, ces gens-là mangeaient du saucisson, du pâté. Ils ne connaissaient pas ça. Il fallait avancer. Ils n'ont pas pu manger, ils ont décarpé. Et ces gens-là, peut-être qu'une grosse partie se sont fait tuer à Montélimar ou à la Coucourde. Ah ouais? Je ne sais pas. Hein. D'accord. C'était les premiers. À Visan, il n'y avait pas de sirènes à l'époque, mais il y avait le son des cloches. Les gens comprenaient qu'il y avait quelque chose de nouveau qui arrivait. Hein. Et puis alors, les balles populaires, on avait la chance qu'on avait des musiciens à Visan. Eh oui. Mes parents ont toujours raconté que les Allemands avaient édifié des barrages, donc sur la route de Vaison, ils avaient mis des arbres sur la route venant de Tulette. Et comme ils attendaient les Alliés, ils pensaient qu'ils allaient venir de Tulette, donc ils avaient décidé de faire sauter les premières maisons du village. Donc mes parents habitaient la première maison du village.
Donc, mon père était resté à la maison, les hommes aussi, tandis que les femmes étaient allées coucher un petit peu dans le village, dans des cabanons qu'ils possédaient dans les fermes. Et les Allemands avaient dit aux messieurs qui étaient restés de rester à l'intérieur le plus possible parce qu'il risquait d'y avoir des coups de feu. Et puis donc les Alliés sont arrivés par Vaison et vers 3 heures du matin, mon père est allé chercher maman, la voisine, dans le cabanon où ils s'étaient réfugiés pour leur dire que c'était terminé, que les Américains étaient dans le village. Et après, les Américains se sont installés alors, à plusieurs endroits, sûrement dans Visan. Oui, mais beaucoup à Bellevue. Voilà, et à Bellevue, ils étaient 300 ou 400 et ils y sont restés 3 ou 4 jours. Alors, je m'appelle Serge Jalifier, je suis natif de Visan, je suis à la retraite et je peux surtout vous parler de ce qu'a fait mon père. Parce que mon père a été décoré de la médaille de la Résistance et il n'y en a eu que 2000 en France. Alors la libération de Visan s'est faite tout simplement parce que les Allemands avaient déjà passé et les Américains suivaient derrière à peu près 2 jours d'intervalle. Et les Américains sont arrivés par Nyons et de Gap. Parce que les Américains, une partie sont arrivés par le sud du Vaucluse, mais la majorité sont arrivés par la vallée de la Durance. Et que la 94 étant entièrement libérée, ils ont pu prendre les Allemands à dos revers. Et ça a commencé à attaquer la bataille de Montélimar qui a duré 5 ou 6 jours. Ben, on savait que les Américains avaient débarqué en Méditerranée. Donc on savait qu'ils remontaient, quoi. Et les Allemands partaient, ils ne faisaient que passer, ils partaient, ils prenaient, mais ils payaient. Justement, c'était étonnant, quoi. Ils achetaient pour manger, pour boire. Voilà, il avait aussi les feuilles de route de l'état-major, et voilà, où il est marqué Visan atteint le 27 à 1h45. Mais en fait, le souci des gens, c'était que les Américains et les Allemands ne se rencontrent pas sur Visan. Et moi, ce que j'avais vu, ce qui m'avait, à cet âge-là, tant jeune, c'est ces faisceaux lumineux en l'air pour essayer d'attraper les avions qui arrivaient. C'était les avions, sûrement, qui venaient pour les Alliés qui venaient pour leur tirer dessus. Vous comprenez? Et ils les prenaient dans le faisceau lumineux quand ils pouvaient les attraper. Et ils mettaient la DCA. C'est pour ça que nous, on avait un abri, malgré qu'on soit à plusieurs kilomètres, à quelques kilomètres. On avait un abri, mon père nous avait dit, dès qu'il y a quelque chose, vous descendez, c'était une cuve enterrée, enfin un abri, ce qu'on appelle, couvert dessus. On avait juste à descendre dedans et on attendait que ça passe. Voilà. Mon père était prisonnier en Allemagne, il était plutôt au Tyrol, il était à Innsbruck, il était prisonnier là-bas et en 1943, il y a eu les Allemands ont décidé de leur permettre de passer au stade de travailleurs civils au lieu de prisonniers. À ce moment-là, ils avaient 15 jours de vacances, de permission en France. Et mon père a été des premiers et des derniers, parce qu'ils sont venus 3 du Vaucluse. Il y en avait un d'Avignon, qui lui, il était conducteur de train, alors il est retourné pour conduire les trains. Malheureusement, il a été bombardé en Pologne, il y est resté. Et il y en avait un de Saint-Léger-du-Ventoux, et celui-là il est resté aussi, il a pris le maquis. Et mon père est resté à la maison, il s'est fait porter malade. Les Allemands sont venus le chercher avec le maire, et ils l'ont embarqué à l'hôpital d'Avignon. Moi j'étais avec le commis. Le commis aussi, c'était un évadé de guerre, hein. Il s'était sauvé. Et nous étions accroupis dans les brebis à 4 pattes, là, quand on était bien cachés. Enfin, mon père, ils l'ont gardé à Avignon pendant 1 mois et demi. Après, ils l'ont passé au conseil de réforme. Ils ont trouvé une jambe plus courte, je ne sais pas quoi. Ils l'ont réformé. Et là, il a tombé sur un soi-disant officier allemand qui lui a dit en provençal « Rentre chez toi, il fait le mort ». Voilà, ça c'est des souvenirs, ça me fait les larmes aux yeux encore. Ah ben, mon père, en 1939,
il a été mobilisé, il a été à la poudrerie à Sorgue. Et il a été brûlé aux épérites. Des yeux, il ne voyait plus rien. Il ne voyait plus rien. Et alors, il y a eu un gars qui est arrivé en moto, que c'était un docteur de Vardas, comme il savait qu'on avait rendu service et tout. Il est venu lui dire, faites-vous l'éclatoplasme de la fleur de sureau, tu sais, les arbres sureau, tu vois ce que c'est, hein? Et c'est ce qui a sauvé la vue. Mon père a été interné pendant 3 mois, il n'a pas parlé, on lui a même reproché après. Il s'est évadé et il est allé de Cavaillon à Avignon voir ses chefs de réseau. Parce que mon père appartenait au BCRA. Il est allé voir l'hôtel Dominion. Et c'était là où les officiers allemands descendaient pour se restaurer, pour s'amuser. La lingère de l'hôtel Dominion était un agent de Londres. Donc, elle parlait allemand, elle ne l'avait jamais dit. Donc, et mon cousin aussi, qui était là-bas, c'était les agents de Londres. Donc, ils étaient bien placés à l'hôtel Dominion pour enseigner. Bon, il ne fallait pas tout dire, hein, parce qu'ils se seraient fait repérer. Enfin, quand on lit ça dans les romans policiers, ça existait. Et moi, les maquisards, ils étaient au sommet, là-haut. Et ils dormaient sur des paillasses avec des feuilles fabriquées avec des feuilles de chêne. Bon. Et alors, la ferme que tu dis, la ferme Buffet, là, hein, mais c'est là où les Américains ou les Anglais parachutaient déjà des vivres et du carburant. Pour les Seulement, les pauvres gars, quand ils descendaient le lendemain, il y avait une partie qui avait disparu. Il y avait finalement des Français qui cherchaient à ramasser. Et oui. Et puis alors, il était porté déserteur. Et oui. Il n'a pas répondu à l'appel qu'il devait partir en Allemagne. Hein? Alors il se déportait déserteur. Alors, il y avait les gendarmes qui faisaient, je me rappelle, moi j'étais gamin, mais je me rappelle bien, hein? Et les gendarmes, ils étaient dans la cuisine, ils interrogeaient mon père en lui disant, mais il y a longtemps que vous n'avez pas vu votre fils. Alors il dit, ben oui, il y a longtemps. Oui. Et mon frère était caché 3 mètres à côté, sous un escalier qui était blotti là derrière. Hein. Il écoutait tout ce qui se disait. Ouais. Mais ces gendarmes-là, ils se fichaient même pas mal. Ils venaient surtout pour manger un morceau. Hein. Et puis alors, mon père fabriquait le pain. Il avait appris à faire le pain. On avait la chance d'avoir un four, nous. Et alors, mon père lui dit, si je vous donnais un pain, oh oui, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Nous, on était une grande famille, mais on vivait bien. Il y avait le troupeau, il y avait les vaches, il y avait les lapins, les poulets, les canards. Il y avait pour manger tout le temps, nous. On n'avait pas beaucoup de pain. Ouais. On était rationnés. On avait des tickets. Il fallait un temps par semaine ou par mois, je ne sais pas. Alors, on avait de la farine. On n'a que de la farine. On faisait du pain. Bon. Je sais qu'il y avait une famille de Lorraine. Elle venait se ravitailler, chercher du blé pour faire de la soupe. Ça remplaçait le gruau. Maman tenait une boucherie. Et comme il n'y avait pas de viande à vendre, elle vendait des fruits parce que un paysan du coin avait des arbres fruitiers qui ne pouvaient pas vendre les fruits parce que tout était bloqué, il n'y avait plus de moyens de locomotion ni rien. Les Visanais avaient quand même caché pas mal de chevaux, enfin, tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, ils rentraient dans les fermes pour boire et pour manger. Ils avaient réquisitionné le mulet de M. Garrigue en lui laissant en échange le cheval de quelqu'un d'autre qu'ils avaient pris ailleurs. En fait, quand les chevaux devaient être fatigués, ils les laissaient là où ils prenaient les autres. Et en passant devant la forge de M. Laville, qui était dans le village, Jean-Pierre, leur fils, avait un âne. Et l'âne s'est mis à braire, donc on voulait le lui prendre. Mais bon, il était catastrophé. Et finalement, bon, les soldats allemands ont eu pitié, lui ont laissé son âne. Je savais qu'il y avait des Allemands
qui se repliaient, mon père, il se méfiait que quand il se repliait, il risquait de prendre des choses qu'il arrangeait. C'est pas qu'on nous aurait pris nous, je pense pas. Et tout ce qui était bétail, ou pour se dépanner, pour tirer leur véhicule, comment je veux dire, la nourriture, voilà les choses qu'on craignait. À ce moment-là, il y avait beaucoup de commerce dans le village, mais ils étaient vides, il n'y avait rien. Il fallait des tickets pour le rationnement. Et ces tickets, ça a duré après 1944, ça a duré quelques années encore. Ouais, les gens troquaient, du coup. Troquaient, voilà, le troquaient, oui, troquaient, oui. Les fumeurs, par exemple, ils ont souffert, hein, oui. Parce que qui fumaient des feuilles de mûrier, des feuilles de pommes de terre, il n'y avait même plus un vélo qui marchait d'aplomb. Il n'y avait plus de pneus, il n'y avait plus rien. C'est surtout qu'il a fallu que les gens soient inventifs pour remplacer tous les produits alimentaires qui nous manquaient. On n'avait plus rien. Hein. Les gens ont eu beaucoup d'imagination. Hein. Moi, je sais que à la maison, maman, elle faisait du sucre avec des raisins, du raisiné pour sucrer, parce qu'on n'avait pas de sucre. Elle a été très inventive. Hein. Et alors, le café, il n'y avait pas de café. Oui. On faisait griller de l'orge. Ma première année d'école, ma mère me portait sur le porte-bagages, parce que je n'avais pas de vélo. Ensuite, on m'a trouvé un petit vélo, d'occasion, naturellement. Et pour les pneus, il n'y avait pas de pneus. On en mettait deux, mais un sur l'autre, on cherchait que les trous ne soient pas en face pour que ça puisse rouler. J'étais jeune, j'avais 13 ans. Alors, on allait à l'école à Richeranche, à pied, bien entendu. Et puis alors, pendant la guerre, il y a eu une mobilisation générale. Tu avais un bon instituteur, tu peux compter que il partait. Et on avait changé 8 ou 9 fois d'instituteur. Tous les mois, on changeait à peu près. Moi, je suis toujours allée à l'école. Tous les matins, il y avait le salut au drapeau. Et dans la cour, il y avait un mât avec un drapeau. Et tous les matins, on montait le drapeau et on chantait. Je me rappelle. Maréchal. Voilà, Maréchal, nous voilà. Et puis les voisins venaient écouter le soir la radio, mais ça ne durait pas longtemps, les informations. C'était très rapide et brouillé en même temps. Et quand il y avait quelqu'un qui parlait, on avait l'air de lui dire on brouille encore plus et ça fait qu'on n'entendait rien. Hein. Mes parents avaient réussi à acheter un petit poste, marque Claudet, je me rappelle. Un petit poste, et ça nous donnait des nouvelles tous les jours de Londres. Ici, Londres, les Français parlent au français. Et tout le monde, ils avaient tous des faux noms, les gens. Parce qu'au Barbe, il y a un avion américain qui a été bombardé, qui a été touché. D'accord. Il a été touché parce que le Carita, là, c'est souvent qu'il y avait des tirs de DCA. Là. Il a pris une balle là, dans le réservoir d'huile. D'accord. Et alors, Maurice Barnouin, il était en train de fouler les pois chiches, parce que les gens ils faisaient des pois chiches pour manger. Quand il voit arriver cet avion, la rasemotte, là, avec de la fumée noire, il cherchait à se poser. Et il a réussi. Alors, il a vu qu'il allait en direction des Barbes. Alors lui, il a vite sauté sur le vélo. Il est arrivé là-bas, que le gars, il n'était même pas sorti de son poste encore. Alors après, à la libération des prisonniers allemands, il y en avait un pagaille. Mes parents en avaient pris un. Ce soldat allemand, c'était un paysan. C'était un paysan, il avait montré, il avait des belles bêtes, des chevaux, 2 belles bêtes là, pour travailler. Et il était là, un bon coup. Il a fini par recevoir un télégramme, on lui annonçait que sa femme était décédée. Quel malheureux, s'il était malheureux ce pauvre homme. Prisonniers, c'est-à-dire pourquoi ils étaient obligés de rester en France? Et voilà. Un certain temps? Oui. Il y en avait des milliers et des milliers. Comme il y avait des Français qui étaient prisonniers en Allemagne. La CATM œuvre pour le devoir de mémoire à travers les cérémonies tout au long de l'année, mais aussi pour la transmission intergénérationnelle. Allô.